Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le monde en 7 ce samedi 21 mai 2022. On va évoquer les différents sujets qui nous ont paru importants dans l'actualité de la semaine. Nous parlerons du Mali avec une question à qui profite la tentative de coup d'État. Nous serons ensuite du côté du Tchad où il n'y a pas d'annonce d'élection depuis que la junte a pris le pouvoir. Mais paradoxalement, il n'y a pas non plus de sanctions contre ce pays. Et en seconde partie, on va parler du Togo avec la décision de réouverture des frontières du pays après 2 années de fermeture. Réouverture des frontières qui intervient aussi dans un contexte sécuritaire qu'on connaît. On verra s'il n'y a pas plus de risques à ouvrir ces frontières. Et pour évoquer ces sujets ce samedi sur le plateau, je reçois Spero Maoulé, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Bonsoir Spero Maoulé. Bonsoir Samuel. Bonsoir chers collègues, chers amis, pas collègues, chers amis Sogoyou. C'est un plaisir. Merci, plaisir partagé de vous recevoir. Face à vous, Sogoyou Kegewe, ancien diplomate et journaliste. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à nos amis auditeurs qui ne sont jamais fatigués de nous écouter. Bonsoir et merci à eux. Merci à vous aussi d'être notre invité. On va prendre tout de suite la direction du Mali pour le premier sujet. 21 mois après avoir renversé le président IBK, la junte d'Assimi Goïta a-t-elle été elle aussi victime d'une tentative de coup d'État? C'est ce qu'a affirmé ce lundi, le lundi 16 mai, un communiqué du colonel Abdoulaye Maïga, le porte-parole du gouvernement. Selon le test, les faits remontent à la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai et sont imputables à un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes. On va écouter le colonel Abdoulaye Maïga qui présente donc la situation et puis nous revenons pour les discussions. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. Voilà donc les mots par lesquels le colonel Abdoulaye Maïga a annoncé cette tentative de coup d'État conduit par des sous-officiers et d'officiers anti-progressistes. Sogoyou Kegewe, j'ai envie de commencer par poser une question toute banale. Ouais. Vous y croyez? Au coup d'État? Cette tentative oui, si je crois à la tentative de coup d'État au Mali, ben, pourquoi on ne croirait pas? Depuis que les militaires sont au pouvoir, depuis que Assimi Goïta et les siens sont au pouvoir, ce n'est pas la première tentative de coup d'État. Ils sont dans un coup d'État permanent. Les sanctions de la CEDEAO, c'est un coup d'État. C'était pour qu'ils tombent, pour que le peuple soit affamé, assoiffé, malade, se révolte pour renverser Assimi Goïta. C'est un coup d'État permanent. Depuis que les forces étrangères ont quitté, brusquement, ceux qui n'ont jamais vu les djihadistes tués, massacrés, égorgés, brusquement, ils ont vu l'armée malienne en train de commettre des exactions. C'est un coup d'État, c'est une tentative de coup d'État. Il faut discréditer le régime pour qu'on le renverse. Donc, ce n'est pas cette dernière tentative dénoncée officiellement qui me surprendrait. Et ce n'est pas la dernière, hein. Oui, il y a d'autres, parce que dans des situations comme ça, pour renverser le régime, on fait plan A, plan B, plan C, peut-être même plan D. Donc, Assimi Goïta n'est pas à son dernier malheur, à sa dernière tentative de coup d'État contre lui. Donc, il est dans un coup d'État permanent des puissances étrangères extérieures à l'Afrique, épaulées solidement par des pays africains, parce que vous n'allez pas quand même oublier que même pendant la crise avec la France, des hommes politiques maliens ont reçu l'argent de la France. Ce n'était pas en cachette. Après, d'autres se promènent dans certaines capitales complaisantes de la sous-région pour préparer des complots. Ce que les gens oublient dans nos pays, c'est que ce qui arrive au Mali aujourd'hui finira par arriver à tous nos pays un à un. Parce que la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Elle défendra partout ses intérêts, partout où les intérêts seront remis en cause. C'est tout. Spero Maoulé, même question. Est-ce que,
après avoir écouté les autorités de la transition malienne, vous croyez qu'il y a eu véritablement une tentative de renversement du colonel Assimi Goïta? C'est une possibilité. Je ne serai pas aussi catégorique que M. Sogoyou pour dire que c'est avéré. Non, c'est une possibilité. Pourquoi je ne serai pas catégorique? Parce que malheureusement en Afrique, nous sommes également habitués à des méthodes d'épuration de l'armée à travers des soi-disant coups d'État, soi-disant tentatives de coups d'État, pour permettre de mettre la main sur un certain nombre de personnes sur lesquelles on n'a pas du tout confiance. Et en réalité, je pense que cette possibilité-là ne doit pas être exclue complètement. Mais l'autre possibilité qui a eu tentative de coup de force réelle, également est possible. Je suis peut-être un peu étonné que ce ne soit pas le 13, le 14 ou le 15 qu'on en parle, mais que ce ne soit que le 16, c'est-à-dire qu'au lendemain de la rupture avec le G5 Sahel, Oui. je suis un peu étonné. Mais bon, soit dit en passant, c'est une possibilité. Et je crois que dans tous les cas, on va apprendre beaucoup de ces événements comme ça là au Mali. Il faut qu'on s'y attende pour longtemps, parce que si le Mali se conforte sur sa lancée, c'est clair que la France ne dira pas « Ok, c'est fini, bon, je te laisse ». Pas seulement la France, tous ceux qui y ont intérêt, mais surtout la France. Bon, maintenant, si ça ne marche pas jusqu'à la fin, ça voudrait dire que probablement un des coups d'État aurait réussi. Et là, ce serait vraiment un peu forcé, parce que j'imagine que Goïta et compagnie ne doivent pas dormir et qu'ils doivent véritablement être aux aguets avec le concours de la Russie. Et la Russie n'est pas rien. La Russie n'est pas rien. Et je pense, moi j'ai même osé penser que l'histoire de la guerre, enfin pas de la guerre, de l'opération militaire de la Russie en Ukraine n'a pour autre velléité que de cacher un peu ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et tout ça, ça doit être un ensemble de programmes bien concoctés par Poutine, et qu'il déroule progressivement et que les gens n'arrivent pas à véritablement cerner. Alors, en même temps, si on s'inscrit dans la perspective que véritablement il y a eu cette tentative de renversement des autorités de la transition, est-ce que ça ne démontre pas qu'au sein de ces militaires, ces officiers, ces sous-officiers, il n'y a pas unanimité sur la façon de gérer le Mali aujourd'hui? Non, ce n'est pas une question d'unanimité, c'est une question de faiblesse morale, de faiblesse spirituelle, de faiblesse idéologique et de corruption. Nous sommes en Afrique, on sait ce qui se passe. Prenez le Congo des années 60. Qui a tué Lumumba? Mais c'est Mobutu. Et qui a mis Mobutu au gouvernement? C'est Lumumba. Donc c'est l'homme en qui vous avez confiance, vous l'appelez, viens manger avec moi, il vous tue. Thomas Sankara, qui l'a tué? Ce n'est pas son ennemi, c'est son frère et son meilleur ami qui l'a tué. Donc, quand vous prenez ces cas, vous vous rendez compte qu'au Mali, mais on cherchera toujours un ami de Goïta pour le renverser. Parce que quelqu'un qui vient de loin, il ne peut pas. Donc, c'est que nous, les Africains, n'ont pas de conviction. Est-ce que tu comprends? Avoir un appartement à Paris, voyager en première classe, il croit que ça lui suffit pour renverser un régime, pour remettre en cause la paix, la sécurité, la quiétude, la vie et les espoirs d'un peuple de 20 millions d'habitants. C'est ça le problème, c'est la corruption, c'est le manque de maturité idéologique, ils n'ont pas d'idéologie. Donc si des gens sont assis avec Goïta, peut-être ils étaient venus là-bas croyant qu'en deux temps, trois mouvements, ils ont fait fortune, et si à côté de Goïta, on ne peut plus voler, mais si la tentation arrive, tu le renverses, on fait ça, c'est tout. Donc, ceux qui se laissent tenter, mais on les éloigne du cercle, c'est tout. Comme il a dit, comme je l'ai dit, mais ça ne sera pas la dernière tentative. Ils vont permanemment essayer. Parce que, faites attention, ce n'est pas le Mali seul qui se libère. Le Mali est en train de libérer les pays africains francophones. Il faut faire très attention à ça. Si c'était le Mali et le Mali, bon,
la France et l'OTAN. En fait, ce n'est pas seulement la France, hein, parce que nous avons l'habitude de dire la France, mais les pays occidentaux, la guerre d'Ukraine nous a dit que c'est des loups qui chassent en meute. Donc, au Mali, on les a retrouvés sous des masques différents, c'est Takuba, c'est Barkhane, c'est machin, mais c'est les mêmes qui viennent. Donc, la France n'est pas seule. Elle est aidée, épaulée, sérieusement, et Goïta ne peut pas dormir. Goïta l'a dit lui-même, que lui, il est quelqu'un qui, disons, chante toujours avec la mort, qui n'a pas peur. Mais moi, Samuel, si on pouvait te retourner la question, moi je ne sais pas s'il y a quelqu'un au Mali qui croit qu'il suffit de renverser Goïta, il va aller s'asseoir à Koulouba, et les forces étrangères vont venir et on va commencer à remettre le peuple malien en esclavage. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça se fera comme ça. Voilà. Alors, la gestion, parce que lorsqu'il y a tentative de coup d'État, généralement, même quand ils ont fait leur coup d'État, Assimi Goïta et les autres, on a écouté les arguments, c'était la gestion qui était dénoncée. Donc, on suppose que s'il y a tentative, c'est qu'il y en a qui dénoncent la manière dont les affaires sont gérées actuellement. Alors, ça voudrait dire qu'on s'inscrit dans le fait qu'on croit qu'il y a une tentative. Tentative. Okay. Alors, si c'est dans ce schéma-là, on peut avoir plusieurs cas de figure. On peut avoir des gens qui, individuellement, ont envie de prendre les rênes, même s'ils ne sont pas convaincus d'une idéologie différente, ou même si ce n'est que la simple aspiration à être le patron. Il ne faut pas l'oublier, c'est des colonels qui sont là, et entre colonels, pourquoi pas moi? Ces problèmes-là, c'est des problèmes humains. Je ne dirais pas que c'est africain, c'est humain. Première possibilité. Deuxième possibilité, il se pourrait que Assimi peut-être ait offensé des gens par ses prises de position. Ce n'est pas forcément sur sa stratégie ou sa politique. Ça peut être des problèmes personnels et les gens voudraient remettre ça en jeu. C'est une possibilité également que je ne peux pas écarter. Mais la plus grande possibilité, et c'est celle qui est plus plausible, c'est que sûrement que des gens ont reçu des promesses ou ont reçu de l'argent pour pouvoir renverser. Et c'est alors là un problème idéologique, mais qui n'est pas leur idéologie. C'est peut-être, par exemple, des pro-occidentaux qui auraient pu accepter facilement de basculer le pays de nouveau d'un autre côté que celui vers lequel Assimi Goïta est en train de les envoyer. Mais en même temps, je retiens cette dernière piste pour vous poser une question sur la chute de Sogoyo Kegewe. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le Mali actuel, avec les mouvements, la ferveur qu'on a vu accompagner le coup d'État, des gens qui penseraient qu'ils pourraient encore remettre ce pays sous le joug de qui on sait? Aujourd'hui, n'oubliez pas que les militaires, très souvent, gardent toujours des liens avec les pays dans lesquels ils ont reçu une formation. Selon des informations, les Keïtas sont très souvent formés en France. Pour la plupart, ils ont été formés en France. Ils ont des liens avec la France. Et ce n'est pas très inutile que, par exemple, le pouvoir français, pour dire les choses telles que ça se présente, puisse leur demander de changer les donnes actuelles qui se trouvent au Mali. Ça, c'est des hypothèses, mais qui sont des hypothèses qui peuvent être plausibles. Mais encore là, est-ce que les gens peuvent y croire? Aujourd'hui, on n'a plus véritablement d'opposition au Mali, parce qu'il faut dire que le peuple malien lui-même se cherche. Il veut attendre pour voir si la nouvelle orientation donnée par Goïta peut les mener quelque part. Surtout que, apparemment, c'est clair que la France ne les a pas amenés à finir avec le terrorisme. Et là, selon les informations que nous recevons, c'est qu'avec les Russes, que ce soit Wagner ou l'État russe, ils sont en train d'avoir des résultats. Et donc, je ne vois pas véritablement un Malien chercher à renverser Goïta s'il n'est pas manipulé par l'extérieur. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a eu une histoire au Mali. Il y a eu un chef d'État qui est arrivé, qui a fait la monnaie du Mali et qui a été renversé quelque temps après. Empoisonné. Et c'est clair que même le Togo, un chef d'État a voulu faire sa monnaie,
on connaît les résultats aujourd'hui. Donc ça veut dire que réellement, à l'allure où les choses vont là, avec Goïta, on est en train de tendre vers une rupture totale des relations avec la France et avec une grande partie de l'Occident, parce que c'est clair que Goïta ne peut pas s'amuser à fermer la porte à l'Union européenne. Mais la France est une partie de l'Union européenne en s'appuyant essentiellement sur la Russie. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, la France ne peut pas se permettre de laisser tomber sans faire un effort de récupérer. Parce que la France n'est pas seule dans ce défi-là. Il y a toute l'Union européenne, c'est-à-dire l'OTAN, avec la France dans ça. Parce que si le Mali tombe, c'est clair que ça va être un exemple pour d'autres pays qui sont très proches et qui vivent les mêmes dures réalités, notamment le Burkina, qui connaît également les méfaits du terrorisme. Et il y a la Mauritanie, il y a la Libye et tout ça là, qui risquent de copier l'exemple du Mali. Et ça n'arrangerait pas la France. Il faut donc que la France, parce que je suis sûr que ce que nous disons là, les stratèges de la France l'ont déjà imaginé. Donc il faut qu'ils changent de plan pour plutôt accompagner les autres pays. Sinon, je ne vois pas un bon avenir pour la France. Alors, ça veut dire que ce pays occidental, enfin cet État occidental dont le communiqué a parlé, qui aurait soutenu ceux qui avaient fait la tentative de coup d'État, on regarde naturellement vers la France? Mais il faut qu'on soit clair et qu'on ne prête pas à Goïta et à son gouvernement des mauvaises intentions qu'ils n'ont pas. Ils ont dit, ils disent, ils continuent de proclamer, nous ne sommes contre personne. La France a encore sa place chez nous. L'OTAN a encore sa place chez nous. Nous voulons juste avoir d'autres amis pour nous renforcer dans les problèmes que nous avons. Donc, Goïta n'est pas anti-français. Parce que dans le schéma africain où nous sommes aujourd'hui, quand quelqu'un parle comme moi, on dit « Ah, il est anti-français ». Anti-français veut dire quoi? Comment, dans nos pays, on peut être anti-français? Je suis ici, je parle français. Je ne parle pas le russe. Je ne sais pas pourquoi demain, je voudrais que ce soit les Russes qui occupent le territoire. Peut-être anti-politique française, d'accord. Ça dit que nos Africains, nos pays, nous aimons la France. Nous aimons les Français. Mais c'est l'oligarchie qui a pris en otage le peuple français lui-même. C'est cette oligarchie qui croit qu'elle doit saigner à blanc nos pays, non pas pour nourrir grassement le peuple français, mais pour renforcer la fortune des gens qui ont tellement d'argent que même ils ne savent pas combien de milliards ils ont. C'est au nom de ces gens qu'on est en train de piétiner l'Afrique noire francophone. Les peuples français et africains ont le même combat. Quand les gilets jaunes sont sortis à Paris, ce n'était pas pour encenser le régime. Ils ont dit, ça suffit, et on ne leur a pas fait cadeau. Mais si c'est en Afrique, on va hurler à la dictature. Donc moi, je crois ceci. Je crois que la France défend ses intérêts, c'est normal. Le Mali défend ses intérêts. La Révolution française, c'était quoi? C'était des Français qui se sont levés pour dire, ça suffit, nous on n'en veut plus avec le féodalisme, la royauté et tout. Ils ont mis la République. Même si après on est tombé dans l'Empire avec Napoléon. Mais nous admirons un homme comme De Gaulle. Pourquoi? Parce que quand son pays a été occupé, il aurait pu abandonner tout. Aller à Vichy comme Pétain pour se faire encenser chose avec la chanson Maréchal, nous voilà. Non, il n'a pas fait ça. Nous admirons De Gaulle parce qu'il a tenu à ce que son pays reste libre et indépendant. Aujourd'hui, voilà Assimi Goïta qui veut que le Mali soit un pays libre et indépendant. On en fait le diable. C'est pas normal. Mais nous savons que l'OTAN, parce que moi je n'accuse plus seulement la France, depuis l'histoire de l'Ukraine, on a compris tout ce qui se passe. Nous savons que l'OTAN ne laissera pas faire. Quand vous vous rappelez que les soldats français ont délogé à coups de canon Laurent Gbagbo au palais présidentiel à Abidjan, dites-vous que rien n'est impossible. Donc c'est à Assimi Goïta, s'il est aidé par les Russes, que les Russes aussi le forment sa garde présidentielle, et que chacun sache à Bamako que si vous renversez Goïta à 6h du matin, vous ne verrez pas 18h. C'est tout. Sinon, il n'y aura pas de cadeau, personne ne fera. Or, il suffisait à la France de reprendre langue avec le Mali, de revoir les relations sur notre base. Et puis la vie continue. Mais non,
Heureusement, on nous a débarrassé du petit voleur là, le Drian, qui vole l'argent des passeports à Bamako. Ouais. Mais regardez comment ces gens-là parlaient aux autorités maliennes. Une petite de rien, comme Laurence Parly, ministre de la Défense, mais elle parle des autorités maliennes comme de ces boys à la maison. Si le nouveau gouvernement, la dame qu'on a mis aujourd'hui à Matignon, si elle réfléchit autrement, on a nommé une femme aux affaires étrangères. Je compte sur elle pour qu'elle ait un langage moins ordurier vis-à-vis des autorités maliennes. Mais on a fini par comprendre que le Drian était complètement paniqué à cause des petits larcins qu'il a commis avec le gouvernement sortant malien. Mais cette dame, j'espère qu'elle a les mains propres. Et d'une manière tout à fait libre, équitable, elle saura conseiller au président Macron la manière de gérer l'Afrique. Les Mitterrand, les Chirac, les De Gaulle, les Pompidou, ils ont travaillé avec nos vieux chefs d'État comme on le sait. Ce n'était pas la meilleure façon de le faire, mais ils y mettaient un peu la forme. Mais aujourd'hui, on ne met pas la forme. On nomme des femmes d'à peine 40 ans qui viennent parler à un président malien, un premier ministre malien, bardé de diplômes, plus qu'elle, et elle vient lui parler comme si c'était rien. La junte, la junte, la junte. Pendant ce temps, on y viendra. Ils sont en train d'engraisser d'autres juntes ailleurs. La politique de 2 poids 2 mesures, c'est elle qui va tuer la France, c'est elle qui va tuer l'OTAN, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Alors, tout ceci aussi fait suite à un événement qui est peut-être un peu éclipsé. C'est aussi le fait que le Mali décide de quitter le G5 Sahel pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu'on peut simplement dire au regard de cette situation que pour les Maliens aujourd'hui, avec la France, avec les Occidentaux, c'est fini, on va traiter maintenant avec d'autres partenaires? Non, on ne peut pas le dire. Je l'ai dit tout de suite. Ce n'est pas possible pour le Mali aujourd'hui de rompre avec l'Union européenne et les États-Unis. Ce n'est pas... dans la réalité, ce n'est pas possible. Maintenant, j'ai admiré le fait que le pouvoir malien a commencé par prendre de la hauteur. Parce que c'était il y a quelques mois encore, on n'aurait pas hésité à dire la France a soutenu, la France a fait, la France a fait. Aujourd'hui, le langage est différent. Le langage est tel que on ne dit pas c'est la France, mais tout le monde sait et tout le monde a le regard tourné vers la France. C'est déjà mieux parce qu'à un moment donné, dans les milieux diplomatiques, ce langage entre la France et le Mali devenait un peu pesant. Et ça, ce n'était pas normal. Et c'est dû justement parce que aussi bien le ministre de la Défense que le ministre des Affaires étrangères n'ont pas su gérer les choses convenablement. Mais je ne suis pas sûr qu'avec le nouveau gouvernement, qu'il y aurait quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il y a la politique française vers l'Afrique qui n'a pas encore changé. Et c'est là où je dis, la France a intérêt à revoir sa copie de la politique française vers l'Afrique. Ce n'est pas seulement le problème du Mali. Ils ont déjà eu un avertissement avec Centrafrique. Ils n'ont pas vu de près. Le Mali a pris. Le Burkina a voulu suivre. Heureusement qu'ils ont rectifié un peu un certain nombre de choses au Burkina. Mais ce n'est pas encore fini. S'ils ne font pas attention, ça va vraiment être mauvais pour eux. Maintenant, sur le problème avec le G5 Sahel, je pense que le Mali n'a pas quitté. Il est dans l'intérêt du Mali de quitter, certes, mais le Mali n'a pas quitté. Le Mali a été contraint de quitter. Parce que, normalement, le Mali devait prendre la présidence. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on l'a sorti de la CEDEAO, on l'a sorti de l'UEMOA, etc. Et que c'est vrai qu'on peut chercher à dire, dans ces conditions-là, tu ne peux pas aller. Mais le problème de la lutte contre les terroristes n'est pas un problème à laisser simplement sur le plan politique. Donc, ce n'est pas suffisant comme argument pour dire qu'on ne peut pas donner la présidence au Mali. Et ça, c'est un problème. Mais je crois que, dans tous les cas, ça aurait été un peu bizarre que le Mali prenne la présidence alors qu'il y a la Russie derrière et qu'il y a le conflit Ukraine et Russie. C'est pour ça que moi, je lis tout à fait le problème du Mali avec la France comme un problème de l'Ukraine avec la Russie. C'est-à-dire que tout est maintenant dans le même sac et les gens poussent leurs pions en fonction des intérêts bien précis.
Aujourd'hui, je pense que la France doit comprendre que tous les pays africains ont besoin d'un peu plus de considération, qu'on les traite avec égard, qu'on sache que c'est des pays indépendants qui sont donc des partenaires et non des colonies. Malheureusement, ce n'est pas avec ce nouveau gouvernement-là que ça va changer, parce que Macron lui-même a été tellement imbibé dans le gouvernement qui sort. Je pense que c'est lui-même qui donnait l'impulsion. Et donc, ce n'est pas qu'il s'est laissé embourber, mais c'est lui qui aide les gens à s'embourber dans des intérêts bien particuliers. Et je crois que ce n'est pas bien pour la France. Le G5 Sahel. Le G5 Sahel, on dit le Mali a quitté. Mais tout le monde aurait quitté quand même. Mais parce que le Mali est de bonne foi. Il a cru que c'était une affaire entre pays africains menacés par le djihadisme. Mais on s'aperçoit, comme les autres organisations sous-régionales, que c'était un appendice des pays colonisateurs. Et l'appendice, c'est quoi? Ce n'est pas pour chasser les terroristes, mais c'est pour faire la guerre à quiconque ose faire la vraie guerre au terrorisme. Alors, le Mali devait être aujourd'hui le mieux placé pour diriger le G5 Sahel. Ce n'était pas pour prendre le G5 Sahel pour aller donner à Moscou. Le Mali dit et répète, je ne suis contre personne, Français, Américains, OTAN, tout le monde a sa place chez moi. Mais le simple fait qu'il ait dit bonjour à un Russe, ça devient un crime. Mais vous suivez un peu les médias occidentaux aujourd'hui, les journalistes autorisés à parler, c'est ceux qui peuvent passer 1 heure, 2 heures de temps à insulter Poutine. Mais nous, les Africains, on nous accuse de ne pas être démocrates, de ne pas avoir la liberté d'expression, mais on n'a pas été soumis de la manière aussi tordue que le sont aujourd'hui les médias en Occident. Assimi Goïta a dit, tout le monde a sa place chez moi. Mais c'est les Français qui menaçaient, on va partir, on prend des décisions, on va envoyer des troupes sans avertir le pays, autre, parce que non, c'est une junte au pouvoir, on parle comme on parlerait à un palefrénier, mais ce n'est pas sérieux. Comme il l'a dit, un peu de considération. Je citais ici certains présidents français qui dirigeaient en fait de la même manière avec les mêmes intérêts, mais ils savaient y mettre la forme. Pourquoi Macron croit qu'avec l'arrogance, il peut dominer l'Afrique? Les Africains, un jour, préféreront mourir que d'être soumis par l'arrogance. Voilà. Maintenant, après cette tentative de coup d'État, c'est vrai, vous l'avez dit, le risque que d'autres tentatives... ça va venir. Que ça vienne. Quelles sont les conséquences éventuelles que vous imaginez? Parce qu'on a vu une sorte de purge, on a enlevé un certain nombre de personnes soupçonnées. Est-ce que vous pensez qu'on a fini de se débarrasser des traîtres, ou il y en a toujours dans les sérails? Les traîtres, il y en a toujours, et souvent ça pousse comme les champignons là où il n'y en avait pas au départ. Parce que je vous dis que c'est une question d'argent. Dès lors que le Mali est en guerre contre un pays et que ces soi-disant opposants reçoivent de l'argent de ce pays, vous savez que les traîtres vont pousser comme des champignons. Les gens n'ont plus d'égard pour leur propre pays, pour leur propre population. Ils se font élire soi-disant par le peuple à l'Assemblée, ils se font élire soi-disant par le peuple à la présidence, mais ils n'ont qu'une chose en tête, comment servir les pays occidentaux. Mais il faudrait que vienne un jour quand même au pouvoir dans nos pays des gens qui veulent servir leur population. Quand même, ça suffit. Et la France ne rend aucun service aux dirigeants. Quelle cornaque, en les rendant arrogants envers leur population. Ce n'est pas possible. Vous avez cité la Centrafrique, vous avez cité le Mali, mais vous avez oublié le Tchad. Je crois qu'on va parler de ça aujourd'hui. Vous avez oublié le Tchad. Donc, 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Tu peux faire coup d'État, tuer, brûler, torturer. Tant que tu es soutenu par la France et l'OTAN, tu es un bon démocrate. Toi, tu fais un coup d'État, tu ne tues personne, tu dis je vais arranger mon pays. Non, on va te diaboliser. Et comment on te diabolise? Avec l'aide de tes propres frères. Alors, si la France continue ce qu'elle fait, qui aurait dit à la France que ça va commencer à craquer au Tchad? Si elle continue ce qu'elle fait, elle fragilise les chefs d'État africains qui la soutiennent. Elle fragilise ces chefs d'État-là. Qu'elle leur laisse un peu de manœuvre vis-à-vis de leur population, et la France va reprendre pied dans nos pays. Personne n'a rien contre la France. Mais c'est la France qui en a contre nous tous, parce qu'ils estiment qu'en tant que Noirs, en tant qu'Africains, on n'a même pas le droit de jouir des richesses que le Seigneur Dieu nous a données. C'est la France qui en a contre nous. D'accord.
vous voulez placer. Oui, je voudrais quand même dire que, non, honnêtement, s'il n'y avait pas, moi je pense, c'est mon analyse personnelle, que s'il n'y avait pas aujourd'hui la crise Ukraine-Russie, il y aurait eu suffisamment de temps et de moyens pour plutôt essayer de faire une bonne guerre à Assimi Goïta. Et aujourd'hui, tout le monde est préoccupé par l'Ukraine, au point que c'est juste quelques-uns qui réfléchissent pour le Mali. Et donc, tout ça, ça va dans les stratégies, je pense, de Poutine, qui a vu les choses autrement. Mais n'oublions pas non plus que la Russie aussi veut s'étendre sur l'Afrique. Et donc, tout est question de quelle vision nos chefs africains ont pour nos pays. Mais n'oublions pas, même si Goïta dit qu'il laisse la porte ouverte à tout le monde, c'est parce qu'il est contraint de se conjuguer avec tout le monde. Mais en réalité, tout le monde est sûr qu'avec cette nouvelle alliance avec la Russie, la France ne pourrait... Tout simplement, la France va perdre son privilège d'être le pays colonisateur. Et ça, c'est vraiment un problème pour la France. Notre second sujet, c'est le Tchad. Le Tchad également, où une junte militaire est au pouvoir depuis un peu plus d'1 an après la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno. C'est son fils, Mahamat Idriss Déby, qui a pris le pouvoir avec la promesse d'organiser des élections après une transition. Mais ça traîne. Il y a eu une tentative de dialogue qui ne prend pas véritablement, sauf qu'avec le Tchad, on ne crie pas haro sur le baudet. On a comme l'impression qu'on s'accommode un peu de la situation tchadienne. On accepte pour le Tchad ce qu'on refuse pour d'autres pays. Spero Maoulé, vous avez également cette impression? C'est pas une impression. C'est la triste réalité. Mais je crois que non seulement on ne va pas donner de date maintenant, mais on doit être en train de réfléchir pour voir comment faire en sorte que Idriss revienne sur Mahamat Idriss, ou comme vous voulez l'appeler, revienne sur ces phrases qu'il a eu à prononcer au départ pour dire que ils vont conduire la transition et puis n'auront pas... Je pense qu'on est en train de réfléchir à voir comment on va faire pour que cette phrase la tombe. Parce qu'aujourd'hui, la vraie personne qui pourrait faire poids pour que la France demeure au Tchad, avec tout ce que ça a comme conséquence, c'est bien évidemment celui-là. La Centrafrique est pratiquement sous la coupole de la Russie. Et la Centrafrique, tout le monde sait qu'elle peut facilement permettre de contaminer le Tchad. Et donc, celui qui bloque la Russie dans la zone, c'est le Tchad. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on ne cherche pas à ce que Idriss ou Mahamat Idriss puisse partir. Et donc, du coup, qui va condamner Mahamat de ne pas... le Tchad de ne pas donner une date aujourd'hui? Personne. Rappelez-vous, normalement, avec un coup d'État constitutionnel, même si Le Drian ne disait qu'il n'y avait pas constitution, que ce n'était pas la même chose, que là c'est un président qui est mort et il faut pourvoir. Mais les tests pour pourvoir à la présidence existaient. C'était le président de l'Assemblée qui devait prendre. Et donc, s'il n'a pas pris, c'est qu'il y a eu coup d'État. Ne changeons pas de mots, ne changeons pas d'esprit. Tout le monde sait qu'il y a eu coup d'État parce qu'on l'a maintenu. Et tout le monde était sûr que la France était derrière. La preuve, le chef de l'État français et son ministre fétiche sont descendus au Tchad. Et c'était les seuls chefs d'État européens pour faire le deuil du Tchad. Et donc, tout est dit dedans. On sait que c'est clair que la France veut que le statu quo perdure. Il n'y a pas d'annonce donc d'élection au niveau du Tchad, comme on le demande à certains pays, de présenter un calendrier clair. Est-ce que c'est la faute, j'ai envie de dire, au regroupement auquel le Tchad appartient? Est-ce que c'est ce regroupement qui ne met pas la pression comme la CEDEAO le fait ailleurs, ou simplement le contexte n'est pas le même? Vous savez, l'histoire du Tchad n'eût été l'éclairage que nous a apporté la crise ukrainienne, on n'aurait rien compris. C'est-à-dire que la crise ukrainienne nous a dit que les pays de l'OTAN, ils s'en foutent de tu as raison, ils s'en foutent que l'histoire te donne raison, ils s'en foutent de tout sauf de leurs intérêts. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je dénonce la politique du 2 poids 2 mesures. Au Tchad, qu'est-ce qui s'est passé? On a tué un président qui était quand même ami de la France.
C'était lui la cheville ouvrière de la lutte entre griffes de la France contre les djihadistes dans le Sahel. Il est maréchal quand même, ce n'est pas un boutiquier. Il meurt, les Français se déportent à N'Djamena. Est-ce que vous avez jamais entendu dire qu'on va ouvrir une enquête pour savoir qui a tué Déby? Non. Absolument non. Donc en Afrique, j'ai dit ici, je l'ai dit déjà ici, je le répète, tant que la France en Afrique francophone concevra des coups d'État démocratiques et des coups d'État antidémocratiques, ça veut dire que démocratiques qui défendent les intérêts de la France, antidémocratiques qui sont contre les intérêts de la France, tant que la France sera dans ce schéma, elle aura des migraines à perpétuité en Afrique noire. Donc, voilà Idriss Déby qu'on assassine, nous ne savons même pas comment, pourtant c'est un guerrier, Idriss Déby, c'est pas n'importe qui. Et je dis c'est un maréchal. Les maréchaux dans tous les pays, ça se respecte. On le tue, les gens viennent, on prend son fils, on met au pouvoir. Pourquoi vous voulez les élections? Tant que le fils sera en train de faire ce qu'on lui dit de faire, il va organiser les élections en prenant le risque qu'un opposant qui n'aime pas la France vienne au pouvoir. Non. Mais vous avez écouté le président de la France dire à l'époque, nous ne sommes pas pour un plan de succession. Ah, donc toi, tu écoutes ce que le président de la France dit. Mais attends, Samuel, il ne faut pas feindre la naïveté. Donc, le simple fait que dans un coup d'État, avec mort d'homme, ce qu'on n'a pas fait au Mali, ce qu'on n'a pas fait en Guinée, ce qu'on n'a pas fait au Burkina, mais que le chef de l'État français se transporte à N'Djamena pour adouber, comme on le dit, pour manifester son soutien clair et net aux putschistes et aux premiers bénéficiaires du putsch sanglant. Mais vous deviez comprendre, vous les Africains, qu'il n'y a plus rien à faire. Pas tous les coups d'État seraient très beaux, magnifiques, applaudis, s'ils étaient destinés à augmenter l'influence de la France dans ces pays. Ce n'est pas le cas. Donc le petit caca, mais si moi j'étais à sa place, pourquoi je vais parler d'élection? Pour élire qui? Comme l'autre l'a dit, au finish, on se dit il vaut mieux que ce soit lui qu'un autre. Donc, moi, si j'étais à sa place, je reste tranquille, je gère, je sais que je suis couvert. Mais attention, disons au petit caca que son papa avait mieux fait pour la France. Mais qu'il n'a qu'à voir comment il est mort. Je sais que lui sait comment il est mort. Et que tous les chefs d'État africains aujourd'hui qui se disent amis de la France, qui vendent leur pays en pièces détachées à la France. Quand tu prends le petit, le naïf qui est assis à Niamey, il se dit ami de la France. Mais un jour, il va finir pire que Déby. Parce que les Français calculent leurs intérêts au jour le jour. S'il faut les dégager demain matin pour que les intérêts soient mieux défendus, on le dégage. On a dégagé Gbagbo sans état d'âme. Et comme si ça ne suffisait pas de le dégager, on l'a envoyé au tribunal. Un tribunal avec une pauvre dame, Fatou Bensouda, dont la conscience doit être en train de bouillonner aujourd'hui. Hein, c'est pas pour rien que les Américains sont allés même jusqu'à lui retirer le visa d'aller chez eux, même si les Américains eux-mêmes ne sont pas un exemple en matière de justice et de défense des droits de l'homme. Mais elle en a tellement fait que les Américains ont dit ben ça suffit, tu ne viens plus chez nous. Donc, quand vous voyez ces scènes, ces exemples, vous les Africains, nous devions rester unis. On ne peut pas mettre des pays africains dans la meute des pays occidentaux pour aller mordre Assimi Goïta. Ce n'est pas possible. Alors, en tout état de cause, Déby père est mort. Il n'y a pas eu d'élection. On a mis son fils à la place. Il va falloir se résoudre à un moment donné ou à un autre à faire des élections, à remettre le pays sur les rails de la normalité. Oui, il va faire des élections, ça c'est clair. Mais pas dans le temps qu'on aurait... Il avait dit 18 mois. C'est clair que ça ne pourrait pas être dans les 18 mois. Au pire des cas, on va inventer une percée des rebelles et on va repousser, on va dire, pour la question de sécurité, on sursaut à toute manifestation, on fait ceci et on maintient le pays, on va sauver le pays d'abord. Ça va le faire gagner encore un peu de temps. Et puis il va dire, bon, finalement, ce n'est plus une transition, il abandonne, il n'est plus un militaire, il devient un civil et il va se présenter aux élections. Il fait une élection à l'africaine, il va gagner à 63%.
Il ne peut pas faire plus que ça parce que ça va faire un problème. Il va gagner à 63% et il va rester. Et dès qu'il va gagner, la France très tôt va dire l'élection a été claire et transparente, donc tout est bon, il est devenu le président. Et parce qu'au moins, on est sûr aujourd'hui que lui peut protéger, il peut chercher à protéger les intérêts de la France. Les autres qui sont dans les groupes organisations n'ont pas les moyens aujourd'hui pour bloquer ça. Mais seulement le problème, c'est que les rebelles sont là. Et à un moment donné, ils ont eu peur de ces rebelles-là. C'est pour ça qu'on a demandé, évidemment, à un médiateur de venir régler le problème. Ils sont en train d'essayer de le régler tout simplement parce qu'on se rend compte que ces rebelles-là dépassaient un peu ce que la France pouvait supporter. Parce que la France donne les informations, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Mais elle ne peut pas descendre directement sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a fait alors? On a dit la Centrafrique est passée sur le territoire du Tchad et donc il faut aider le Tchad à protéger sa frontière et on a inventé plein de choses. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, le Tchad n'est pas en position de faire une élection. La France n'est pas en position de condamner le Tchad. On va garder le statu quo jusqu'à ce qu'on trouve une ouverture pour que Déby quitte la période de transition là pour devenir le véritable président du Tchad. Et ce serait normalement, ce serait prévu pour une trentaine d'années, le temps que son fils prenne sa place et puis on continue avec les Déby. Mais en n'oubliant pas que vous avez vu les dernières manifestations au niveau du Tchad. Réprimer. Il y a aussi un réveil. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, réprimer, mais c'est ce que j'allais dire. Il va réprimer jusqu'à quand? C'est ça le problème. Parce que les gens ne veulent pas entendre parler de la France. La France aurait été très habile en ne montrant pas au peuple tchadien que, bon, nous, on soutient le petit Déby, faites ce que vous voulez. Non, elle aurait pu se montrer plus souple avec la société civile, avec les partis d'opposition, faire semblant. Mais vous dites, il y a les rebelles. Quels les rebelles? Au fait, ce qu'on ne vous a jamais dit, ces rebelles, en fait, c'est des neveux de Déby. Hein, les Erdimi, les frères Erdimi, là, c'est les neveux de Déby. Et c'est le fer que les Français ont mis au feu. Quand ça ne va pas, ils le sortent, ils l'agitent, et puis ils reprennent la situation au Tchad. Si jamais le petit Déby fait la moindre erreur contre la France, demain, vous apprendrez que les Déby, les petits Erdimi, là, sont en marche sur un N'Djamena, avec des colonnes de pick-up. Donc, vous savez, nous avons tout compris là. On ne va pas se fatiguer. La chance du Tchad aussi, c'est de ne pas être dans la CEDEAO. Parce que dans la CEDEAO, là où nous sommes arrivés, il y a des pays, même si la France ne leur demande rien, ils font la surenchère en méchanceté contre leurs frères pour faire plaisir à la France. Même si la France ne demandait rien. Mais la France devait savoir que cet excès de zèle dessert ses intérêts. C'est ça qui a fait que tout le monde en a marre de la France. La France doit se montrer plus habile, savoir qui est mon partenaire avec qui je discute. Mais non, des gens sont là au Mali, on reçoit les soi-disant opposants maliens, on les engraisse, de la capitale de certains pays déclarent, nous, à partir de telle date, on ne reconnaît plus Assimi Goïta, ou à partir de telle date, nous... Mais pourquoi des pays africains peuvent se livrer à ces manipulations honteuses? Je crois que Macron est un gars assez intelligent pour ne pas faire ça. Mais ces pauvres présidents africains le font pour, croient-ils, faire plaisir à la France. Ce n'est pas normal. Donc, le Tchad, on ne devait même pas en parler. La cause est entendue. C'est la province un peu lointaine de la France. On met qui on veut président. Hein? Et si tu viens au pouvoir, tu n'es pas pour la France, tu es un dictateur. Oui, mais Voilà. il ne faut pas oublier non plus la position géographique du Tchad. Ouais. La France a besoin de cette position stratégique-là, sous la Libye, à côté de Centrafrique, pas loin du Cameroun et tout ça là. C'est une bonne position pour la France. Donc la France a tout intérêt à maintenir le Tchad sous son giron. Maintenant, tout le problème, c'est de savoir qui, en dehors de Déby, peut faire le jeu de la France. Il n'y en a pas. Parce que apparemment, tout le monde a compris aujourd'hui, c'est comme au Mali. Ça va être très difficile de trouver quelqu'un qui va dire trop facilement, oui, moi je peux aller contre Goïta. Parce qu'il va avoir une certaine impopularité qu'il ne pourrait pas gérer. Donc du coup, il revient à la cellule Afrique de la France de revoir son cahier et de se dire, bon, accompagnons-les plutôt en créant une certaine
égalité, entre guillemets, avec les pays africains. Si elle ne le fait pas, je pense que c'est la France qui va perdre. Oui, espère. Moi, quand j'entends dire il faut voir la position du Tchad, la France a besoin, la France... Mais pourquoi? Mais attends, la France avait colonisé le Vietnam. Elle peut aller au Vietnam aujourd'hui dire non, j'ai besoin du Vietnam pour surveiller un peu les pays du sud-est asiatique. Pourquoi on ne peut pas être nous-mêmes et signer des accords d'égal à égal avec la France? Nous, dans notre intérêt, je suis d'accord. Mais je dis que pourquoi la France ne va pas lâcher facilement le Tchad, c'est par rapport à sa position. Donc il appartient, comme tu l'as dit, aux Africains eux-mêmes de prendre en main leur destin. Ça c'est évident. Que ce soit au Mali, que ce soit au Tchad, au Burkina, à un moment donné, les Africains vont se réveiller et la France aura mal, ça c'est clair. Maintenant, moi j'explique pourquoi la France est obligée, parce que la France ne peut rien si les colonies africaines la lâchent. Et ça, la France sait. Et donc c'est pour ça que la France fait tout son possible pour toujours contrôler ces pays-là. Personne en Afrique n'a envie de lâcher la France. Personne. Ah, les citoyens, oui. Non, même les citoyens manifestent. Pourquoi? Parce que justement, la France n'a même plus de politique africaine. Elle n'a pas les hommes et les femmes qu'il faut pour rendre la France attrayante pour les Africains. Non. Quand vous nommez un ministre comme Le Drian, mais il est amoral, immoral et tout. Il va traficoter les marchés des passeports mais ce n'est pas normal. La France ne peut pas mettre en exergue des gens aussi malhonnêtes, aussi arrogants et croire qu'elle peut régenter encore les pays africains. La France a des diplomates de qualité. Elle a des dirigeants de qualité. C'est eux qui font les écoles les plus compliquées, l'ENA, Normal, Sup, machin. Mais vous n'allez pas me dire que ces gens ne savent pas comment traiter avec les Noirs. D'accord. On va marquer, si vous permettez, la pause ici. On va suivre le journal tous ensemble, 10 minutes, et nous serons de retour après pour la deuxième partie.